Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Devant la loi, Aline Marie-Christine Zomobem, voilà ma CNI. Voilà ma CNI. Donc, quand moi je parle, je viens d'abord parler avec les preuves. Je ne suis pas tapoter l'écran. Voilà. Tous les Camerounais peuvent voir. J'ai ma carte d'électeur. J'ai tout. Je suis une citoyenne modèle. Je suis la fille légitime du professeur Akaka à lui. Très haut fonctionnaire de l'État du Cameroun qui n'a jamais été entendu dans un commissariat pour quoi que ce soit. Donc, en principe, Aline Marie-Christine Zomobem, enlevez-moi cette étiquette de Mendozé là. Vraiment. Je vous ai montré mes papiers. Le Cameroun connaît qui est M. Akaka à lui, que j'ai présenté. Mais si vous insistez que chaque fois que je m'exprime, que vous partiez déterrer le professeur, c'est parce qu'au fond de vous, vous connaissez la vraie histoire. La vraie histoire est que Chantal Biya qui vous paye a fait arrêter l'homme qui est connu dans mon village comme étant celui qui vivait avec ma mère à la période où je suis né. Et l'homme-là ne vivait pas en cachette avec ma mère. Puisque tous ceux qui sont à Saint-Mélima, qui les connaissent, savent qu'ils ont eu une relation. Avant que ma mère n'aille à Djoum, où elle fera la connaissance de M. Akaka. Ma mère, c'est une fille de Saint-Mélima. Mais parce que vous connaissez notre vraie histoire, vous tenez absolument à m'associer à Mendozé. Vous pouviez considérer que je ne suis pas sa fille, je n'ai aucun lien avec lui, puisque toi, Aline Marie-Christine Zomobem, qui prétend que Mendozé était ton oncle, tu ne m'as jamais vu avec Mendozé. Il était ton oncle comment? Je ne sais pas. Je vous dis, quand quelqu'un, une bouche qui parle beaucoup, à un moment ment. Toi, tu ne pouvais pas avoir accès à Mendozé. Il n'aimait pas des gens comme toi. Tu n'as pas commencé à être folle aujourd'hui. Donc, mais comme vous venez sur les réseaux sociaux, reconstruire vos vies épaves, vous prenez les noms des nobles personnes. On vous paye pour salir les mémoires des gens. Chantal Biya a besoin que, pour dormir tout le temps la nuit, qu'on convainc les Camerounais que Mendozé était un homme mauvais. Que Mendozé méritait ce qui lui est arrivé. Chacun a le droit de prendre le combat qu'il veut sur les réseaux sociaux. Si le mien, c'est restaurer la mémoire du professeur Mendozé, en quoi ça te dérange? D'autant plus que je sais, ne serait-ce que sur le plan légal, que c'est celui qui m'a donné l'opportunité, à 19 ans, de devenir cadre de la CRTV. Je n'étais pas en intérim, il n'y a pas les intérims à la CRTV. Mon matricule est encore disponible jusqu'à ce jour. Je ne suis pas licencié de la CRTV. Ça veut dire que si je veux, je pars reprendre le service. Je ne suis pas licencié. Mon matricule, c'est 1050. J'ai été recruté le 21 août
2001 par le professeur Mendozé. Je n'étais pas stagiaire. Non. Le premier bureau que j'ai occupé à la CRTV, c'était le 404. Les dames qui étaient dans mon bureau, il y a Hélène Yomkil. Elle a une page Facebook. Hélène Yomkil. Elle est toujours à la CRTV, je crois. C'est ma collègue. Nous étions au secrétariat de madame la directrice commerciale de la CRTV de l'époque. Donc, quand j'arrive à ce secrétariat-là, madame Bonou, Madeleine, puisqu'il s'agit d'elle, une femme boulou qui a épousé un Bamoun, elle est toujours vivante, me confie la responsabilité des décaissements d'argent auprès de la CBC Bank. J'avais 19 ans. Hélène Yomkil, elle là, elle vit, elle est à la CRTV. Lorsqu'il fallait aller déposer un chèque, je déposais un chèque. Lorsqu'il fallait aller retirer de l'argent, je pars retirer de l'argent, 100 millions, 150 millions. J'avais 19 ans. En espèces, M. Nsa, qui était le directeur de l'agence CBC de l'avenue Kennedy, j'espère qu'il est encore en vie. J'avais 19 ans. Moi, je parle de moi. Ne serait-ce que pour cet acte de confiance, il y avait des employés plus intellectuels, plus aguerris que moi. Mais c'est à moi que le professeur Mendozé a confié la responsabilité de la gestion du compte bancaire. Ne serait-ce que sur le plan légal, parce que on m'a d'abord fait un document où il y avait mon nom écrit comme quoi la CRTV me décerne le pouvoir d'agir sur le compte là. Ce papier a été signé de la main du professeur Mendozé, qui a été transmis à la CBC. Donc lorsque j'arrivais, je décaissais de l'argent, je mettais dans les sacs. Je me souviens une fois, les gens lambernants allaient à une compétition. J'avais décaissé 171 millions parce qu'il fallait payer absolument tous leurs frais de mission. Ça a été ça, mon premier travail quand je suis arrivé à la CRTV. Je parle de moi. Mes collègues sont là. J'ai donné le nom. Hélène est ici sur Facebook. Hélène Yomkil, elle est connue. C'est une dame qui est connue, très belle comme ça, grande de taille. Donc vous pouvez chercher Yomkil, c'est écrit Y-O-M. Nous étions dans le même bureau. J'ai dit que je ne vais pas accepter que les gens écrivent mon histoire. Donc ne serait-ce que pour cet acte de confiance-là, à 19 ans, j'ai le devoir de reconnaissance vis-à-vis de cet homme qui a trouvé que j'étais une fille honnête. On ne laissait personne m'accompagner. On ne me donnait pas une voiture de service pour dire qu'un chauffeur va m'accompagner. Quand j'irai décaisser de l'argent, au moins il va surveiller. Non, je partais seul. J'étais libre de prendre tous les sacs d'argent là, de prendre la direction de la Centrafrique. Et personne n'allait rien me faire. Parce qu'aux yeux de la loi, j'étais mineur. Parce que la majorité au Cameroun, c'est 21 ans. Je n'avais pas 21 ans. Sur le plan légal, parce que les gens parlent souvent de leurs âges là. Voici l'âge que l'on me reconnaît au Cameroun. 1982. En 2001, j'avais 19 ans. Je n'étais pas majeur. Donc je pouvais porter le sac d'argent. 150 millions, je disparaissais dans la nature. Personne n'allait rien me faire. Parce que la majorité, dans notre pays, c'est 21 ans. Et on allait demander au DG de la CRTV, comment tu peux confier une mission aussi importante à un enfant et tu ne prends pas de dispositions de la faire accompagner par un adulte.
Je l'ai fait pendant des années. Quand Amadou Vamoulke arrive, la CRTV, la direction commerciale devient CRTV Marketing and Communication. C'est Mendoza qui fait d'abord transformer cela. Ce n'est plus une simple direction, mais une agence indépendante de la CRTV. En fait, il y a une certaine autonomie, mais qui dépend toujours de la CRTV. Ces bureaux sont construits à la radio. C'est comme ça que nous déménageons de nos bureaux au 4e étage de la CRTV. On se retrouve à la radio. Mon bureau était au service commercial de la CRTV Marketing Agency. Là où on payait toutes les prestations. Ça veut dire que moi, j'avais le carnet de factures pour faire les factures. Pour quelqu'un qui veut payer sa publicité, il y a ma signature dessus. Jusqu'à maintenant, tout le monde peut aller fouiller. J'ai travaillé dans ces bureaux-là. Tu viens me payer 10 millions, tu payes chez moi. Et chez mes autres collègues, ça dépend de qui a ramené le client. Parce qu'on partait prospecter. J'avais 100 000 francs de frais de prospection, 90 000 de frais de prospection pour aller dans des entreprises, chercher les clients. Et lorsque je ramenais des clients, le client payait chez moi. Donc si je ramène 100 millions, c'est mon problème. Ça a été ça, mon travail à la CRTV. Et je pense que il faut avoir confiance en quelqu'un pour lui donner la signature sur les factures. J'ai fait ça, j'avais 22, 23 ans. Ça a été ça mon travail. Et lorsque la CRTV décide de m'envoyer en formation, j'ai commencé par faire HECI, Hautes études canadiennes internationales, qui était à Bastos, pour faire leur bachelor, en même temps que je faisais des études au droit. Et lorsque HECI déménage pour aller s'installer au Maroc, parce qu'il voulait réunir toute l'Afrique, c'est ainsi que je continue au Canada. Parce qu'au Cameroun, je faisais déjà l'Institut des hautes études canadiennes internationales et commerciales. C'était vers l'ambassade de Chine. Ceux qui connaissent ça, c'était une école extrêmement chère. Voilà d'abord la première fois que je quitte la CRTV pour aller faire ma formation. Aline Marie-Christine Zomobem, parce que je ne voudrais pas seulement te faire de la publicité inutile. On va parler de toi tout à l'heure. Je te parle d'abord de moi avant d'arriver chez toi. Tu veux connaître mon histoire. Donc, ayant eu tous mes diplômes de droit, associés aux diplômes commerciaux, ayant des fonctions de cadre commercial, je n'ai plus le temps d'aller être magistrate. Je deviens cadre commercial, mais avec une formation de juriste. Lorsqu'Amadou Vamoulke arrive, mon bureau est toujours au même endroit où je signe les factures de paiement des prestations commerciales de la CRTV. Mais pendant que j'y suis, Amadou Vamoulke fait les nominations. Je suis nommé à la direction de la production TV pour produire les émissions. J'ai présenté des émissions avec Ambroise Wally. J'ai présenté l'émission Karaoké. Et pendant que je suis là, j'estime que la présentation des émissions, parce que je n'aimais pas sortir à la télé. Je n'aimais pas sortir à la télé. Mais je vois mes collègues de la CRTV qui sont, je ne veux pas les citer parce qu'ils n'aiment pas les réseaux sociaux. Je les vois déjà connectés là. Je n'aimais pas la présentation. Je n'aimais pas sortir dans les médias. Donc, on m'a même proposé de remplacer ma soeur Nadine Patricia Mengue. Je ne voulais pas. Parce que pour moi, le métier d'animateur n'était pas valorisant. Le métier de sortir à la télé, pour moi, c'était un métier pour des cruches. Soit je suis journaliste, mais avec mon diplôme, j'estimais que aller faire de l'animation, c'était de me rabaisser. Je n'ai jamais aimé les caméras. Je suis une femme des chiffres. Je suis une femme de loi. Je n'ai jamais aimé les caméras. En radio, j'acceptais encore parce que, oui, les gens entendent une belle voix, les gens entendent de l'animation, mais ils ne savent pas que c'est moi. Donc je peux marcher dans la rue tranquillement. Je n'aimais pas les caméras. C'est comme ça que j'ai vécu ma vie, Aline Zomobem.
Donc, j'estime que un homme qui m'a permis d'avoir un tel parcours, quel que soit ce que j'aurais pu lui donner, mérite ma reconnaissance. Et je ne vais jamais accepter, parce que des milliers de femmes à la CRTV, il a recruté. Pourquoi c'est sur moi que ça croche la salissure d'avoir été la maîtresse du professeur? Je ne comprends pas. Je viens débattre avec vous sur des questions politiques. Vous pouvez dire, ah, Marlène, c'est une mythomane. Elle ne connaît pas le professeur, elle a travaillé là-bas, elle a fait 2 ans. Non, j'ai fait 11 ans à la CRTV. Et je quitte la CRTV parce que lorsque je fais mon stage pour le MBA, qui est le Master Business Administration, on m'envoie travailler à Barcelone pour mon stage chez M. Sandro Rossell pour son entreprise qu'on appelle Bonus Sport Marketing. Sandro Rossell était le président du Barça, mais il avait une agence de marketing qui s'appelle, Bonus Sport Marketing. Quand je parle, tout le monde peut vérifier sur Google. Et pendant que je fais ce stage, je me montre extrêmement efficace. C'est comme ça que Sandro décide de m'amener au Qatar. Lorsque j'arrive au Qatar, je présente un projet que j'ai écrit la nuit. Sam Severin ici, il sait que moi je dormais à l'intérieur de Aspire. Eux aussi, quand je les ai amenés, ils dormaient à l'intérieur de Aspire, qui est l'académie. À l'époque, le père du cheikh était vivant. Donc le roi actuel du Qatar était prince. C'est l'académie qui était construite par le prince du Qatar. Dans la nuit, on nous annonce, parce que le prince est très free, les gens l'ont vu dernièrement dans son dîner avec le président Macron. C'est quelqu'un de très free et c'est le meilleur ami de Sandro Rossell. On nous dit que le prince va venir nous rencontrer pour un pays comme le Qatar, hein, où les femmes n'ont même pas le droit d'être jetées là-bas. Lorsque le prince nous reçoit, je dis au prince que j'ai écrit un projet dans la nuit pour faire connaître le Qatar. Parce que même moi, je n'avais jamais entendu parler du Qatar. J'explique mon projet devant le cheikh, devant le prince du Qatar. Il dit, c'est très intéressant. On pourra faire ça dans plusieurs pays. Monsieur Colomer, qui était directeur sportif du Barça, je crois qu'il est toujours en vie. C'est comme ça que je pars écrire tout le projet. Je le chiffre, je le présente. Et le prince accepte de financer ce projet qui valait plus de 20 millions d'euros. Et on me dit, Marlène, comme c'est toi qui as écrit ce projet, c'est vrai que tu es jeune, j'avais 25 ans. C'est toi qui vas diriger ce projet. Les références sont disponibles sur Google. J'amène Sam Severin Ango. Parce que le lancement du projet se faisait à Dakar. Sam Severin Ango est encore vivant. Je voyage avec Sam. Sam sait que nous avons mangé dans un restaurant avec le président du Barça de l'époque, Sandro Rossell. Nous avons mangé avec le directeur commercial du FC Barcelone. Nous avons mangé avec le président. À l'époque, quand Samuel Eto'o jouait là-bas, nous on mangeait avec le président de son club. Nous mangions avec le directeur commercial du Barça. J'ai amené Sam Severin Ango. Pourquoi? Parce que c'était Sam Severin Ango qui était mon chargé de communication. Je l'amène au Sénégal avec moi pour la présentation du projet Aspire. Nous sommes en 2006. J'avais 24 ans. Et c'est là-bas que Sandro dit, on va élargir ce projet à 16 pays parce que nous l'avons présenté à Sali et tout. C'était très bien. Voilà ce qui me fait quitter parce que mon salaire est de 5 millions par mois. Donc je suis obligé de laisser un salaire de 400 et quelques de mille que j'avais à la CRTV. Parce que pour un salaire de 5 millions, avec un poste où je voyage, j'ai des billets d'avion en business et tout, je pense que c'était gratifiant pour la jeune fille que j'étais à l'époque. C'est pour cela que je quitte la CRTV, Aline Marie-Christine Zomobem.
Et non parce que quelqu'un m'a demandé mon diplôme, non. Lorsque vous êtes recruté, on prend vos diplômes. En fonction de vos diplômes, si vous avez au-dessus du bac, ce n'est plus le DG qui vous recrute. Lorsque moi je suis recruté, j'ai un diplôme au-dessus du bac. C'est le conseil d'administration qui recrute les cadres. Ce n'est pas le DG. Ça veut dire que l'étude d'un dossier de recrutement d'un cadre se fait au conseil d'administration. Moi, j'ai été recruté. Donc, lorsque je suis recruté, mais débauché par la plus grande structure de sport au monde. Oui, je suis obligé de quitter la CRTV. Donc, si les gens veulent salir mon parcours, il est disponible sur toutes les plateformes internationales. Donc, Aline Zomobem, quand j'ai fini de te montrer que je suis un enfant légitime, j'ai fini de te montrer mon parcours professionnel avant de me retrouver sur Facebook parce que lorsqu'une femme a géré des milliards, parce que la CRTV c'est des milliards, elle a géré un projet du Qatar, des milliards. À 40 ans, elle peut prendre sa retraite. Parce qu'elle a tout fait, elle a tout vu. Je ne parle pas de ma vie privée. Parce que toi, tu aimes revenir sur l'affaire de Guinée équatoriale. Considère que c'est de la mythomanie. Parce que tu ne m'as jamais vu avec quelqu'un en Guinée équatoriale. Restons sur les choses qu'on peut prouver. J'ai prouvé que je suis un enfant légitime. Tu m'as dit pour parler dans le Djel Lobo, il faut être un enfant légitime. Donc, j'utilise d'abord tes propres arguments. Avant maintenant d'étaler des arguments qui peuvent être considérés comme des arguments spécieux, mais qui peuvent être entendus quand on connaît le contexte sociologique dans lequel les Camerounais vivent aujourd'hui. Ces arguments peuvent être entendus. Donc, je t'ai parlé de moi, je t'ai présenté ma pièce d'identité camerounaise. Mais maintenant, je vais parler de toi, Aline Christine Marine Zomobem. Tu es née au Cameroun. Tes parents, en 68, étaient en France. Ça, c'est vrai. Ils ont eu une petite fille. Ça, c'est vrai. Mais elle est décédée au Cameroun. Quand elle est décédée, à 30 ans, tu vivais avec un homme qui te tapait. Tu l'as écrit dans ton livre. L'homme te tapait, tu as décidé de venir en France parce que tu souffrais au Cameroun. Tu as fait une première tentative de papier, ça n'a pas marché. Tu l'as écrit dans ton livre. C'est là que tu te souviens que tes parents avaient eu un enfant en France dont la mort n'avait pas été déclarée. C'est comme ça que tu récupères les papiers de ta petite sœur décédée. Toi, tu es né en 1966. Tu étais la camarade de mon cousin Adjoni, qu'on appelait Jo, qui dansait avec Aïssi le Duc. Vous avez été camarades. Tu ne t'appelais pas Aline Marine Christine Zomobem. Si je mens, Chantal Aïssi est là. Aïssi le Duc même est là. Tu connais mon cousin. Adjoni Olivier. Il habitait dans la maison d'Aïssi le Duc. Il est décédé en 1999. Tu es né au Cameroun. Tu ne t'appelais pas Aline Marie Christine Zomobem. Donc j'utilise ça comme un alias. Un alias pour les papiers. Tu as fréquenté avec Adjoni Olivier. Toi-même tu l'as avoué ici sur Facebook. Comme mon cousin, né en 1966. Et toi, vous étiez camarades. Tu es né en 1966 et quand tes parents voyagent, ta mère est enceinte, elle accouche en 1968. Aline Zomobem, ça veut dire que jusqu'à 30 ans passés, tu étais au Cameroun. Quelqu'un qui a des papiers, une famille de bonne famille, née de ses deux parents. Le BPC, tu n'as pas pu avoir. Tu étais au CETIC de Ngwekele. Tu as traversé la 4e année sans CAP. Tu es arrivé en première G, tu es calé. Tu es intellectuel avec quoi? Les boules savent parler français parce qu'on lit beaucoup la Bible. Je t'ai dit que ma grand-mère n'a pas été à l'école. Mais est-ce que ma grand-mère, la mère de ma mère, bon, on va dire qu'elle vivait en France et que c'est normal qu'elle parle français. Mais ma grand-mère s'exprimait plus que certains agrégés au Cameroun.
Donc, Aline Zomobem, le français même, tu ne sais pas le parler pour quelqu'un qui est française. Non, tu ne sais pas parler le français. Mais je te le concède. Tu sais quand même qu'on peut conjuguer un verbe, on peut mettre la, lui. Non, mais le français, tu ne sais pas le parler. Donc, tu es arrivé en France avec l'identité de ta sœur défunte. Chantal Aïssi est ici. Elle connaît mon cousin, aka Johnny Olivier, qui dansait avec Aïssi le Duc, qui habitait dans leur maison aux brasseries. Leur maison qui est derrière l'usine brasserie à Yaoundé. C'était ton camarade. Né en 1966. Tu es 1966. Voilà ton âge, Aline. Et lorsque tu viens en France, à moins de 30 ans, si tu as fait une formation, Aline, dis-nous quelle formation, parce que tout le monde qui veut s'intégrer en France, la France était encore la France à l'époque. Il y avait le travail. Une intellectuelle comme toi que tu prétends, tu n'es pas, tu es une usurpatrice. Tu n'étais jamais assise sur les bancs d'une école où on apprend la langue française pour dire que j'ai fait littérature, ou j'ai fait des études de langue française. Non. Tu fais ce qu'on appelle de l'usurpation de titres. Si tu as une pièce d'identité ou un document officiel sur lequel il est inscrit ton métier, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, tu viens, tu poses. Tu es une usurpatrice d'identité, tu es une usurpatrice de titre. Au Cameroun, on sait que lorsqu'un enfant meurt, un bébé meurt, on ne fait pas des documents, on enterre seulement. Mais ta famille connaît cette histoire, les Jo connaissent cette histoire, les Aïssi le Duc connaissent cette histoire. Je ne sais pas s'ils la connaissent, mais mon cousin, aka Johnny Olivier, le fils du grand frère de monsieur Aka, qui était commissaire à Zoétélé, là où tu es né. Il te connaît très bien. Tu étais sa camarade. Tu es né à Zoétélé, tu n'es pas né à Paris. Et à l'époque, quand tu nais, en 66, tes parents ne sont pas mariés. Si ce que je dis est faux, tu viens avec... Est-ce que tu as même encore un acte de mariage puisque tu fonctionnes avec un acte de naissance, puisque tu fonctionnes avec des faux papiers français? Mais je te parle puisque la veuve, la deuxième femme de mon oncle, aka Jules Bourget, qui était commissaire à Zoétélé, que tu connais, est vivante. Je crois qu'elle est ici sur ma page. Tes parents n'étaient pas mariés quand tu es né. Tu es un enfant que ton père a eu avec une femme. Mais il va finalement épouser cette femme-là. Et parce que ta paternité a toujours été contestée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Pour des enfants qui naissent dans un cadre où on éduque, ton frère a quand même pris son bangala. On va coder les mots. Parce que tout à l'heure, Facebook a supprimé. On a mis des restrictions sur ma page. Parce que j'utilisais les mots que les Français comprennent. Ton frère a quand même pris son bangala. Il a mis dans ton tot. Tu as écrit le livre là. Que mon frère, le fils de ma mère, a pris son bangala. Il a mis dans mon tot. Le livre existe. Les associations t'ont récupéré ici en France. On a eu pitié de toi. Que comment c'est possible? Parce qu'on peut même entendre que un homme qui prend son bangala, ça peut être un enfant que ton père a eu dehors. Là, on peut comprendre parce que chez les boulous ou les petits, la paternité est quelque chose de toujours contesté. C'est pour ça que on considère comme étant boulou l'enfant de la fille boulou. Parce que les pères, je vous ai dit que l'histoire de la paternité, même Dieu a caché ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens retrouvent l'ADN de Jésus. Mais s'il est vrai que Jésus est le Fils de Dieu, on ne peut pas retrouver l'ADN de Dieu. Ça veut dire que Dieu a caché la paternité. Dans les affaires des pères, des enfants, des gens, ne discutez plus de ça. Donc, si ton frère était le fils de ton père, on pouvait dire, ah, non, ça ne peut pas être ton père. Non, peut-être que ce n'est pas son père ou on lui a dit que ton père n'est... Non. Celui qui a pris son bangala, il a mis dans ton tot. Et l'enfant qui est sorti d'une tot de ta mère. Donc, l'enfant qui est sorti du même tot que toi, a pris son bangala, il a mis dans ton tot.
J'imagine le traumatisme. Hein. Parce que lorsque vous voyez des femmes devenir folles sur les réseaux sociaux, allez vérifier leur histoire. Freud dit qu'un enfant qui a subi un crime commettra ce crime-là. C'est ce que Freud dit. On ne reproduit que les crimes dont on a été victime. Donc moi je ne sais pas. Lorsque vous décidez de venir étaler les vies des gens, on peut avoir des débats intellectuels sur d'autres choses. Mais si vous estimez que c'est sur ma famille que vous allez m'attaquer, nous on va entrer dans vos familles parce que nous on connaît, on cite les contemporains. Madame Claudine, la deuxième épouse de mon oncle qui était commissaire à Zoétélé, est encore en vie. Elle est ici sur ma page. Elle te connaît. Moi, je ne parle pas sans citer. Quand quelqu'un me dit quelque chose, je viens donner son nom. Si quelqu'un ne me dit pas quelque chose, je ne donne pas son nom. Les gens te connaissent à Zoétélé. Tu es né à Zoétélé. Tu as commencé l'école primaire à Zoétélé. Les papiers avec lesquels tu as fréquenté, c'est né à Zoétélé. Donc, on a dit qu'on vient se déballer sur les réseaux sociaux. On va se déballer. Parce que moi, je voulais qu'on ait un débat d'idées, mais puisque vous n'avez pas la capacité, mais vous vous asseyez, vous expliquez des choses à des millions de Camerounais en ce qui concerne les vies privées des gens. Nous allons parler des vies privées des gens. Même si c'est pendant 4 heures, on va décortiquer les vies privées des gens. Donc, Marc Alesson Vert, l'enfant qui est sorti d'une tote de ta mère, a pris son bangala, il l'a mis dans ton tote. Tu as été traumatisé. Tu as été traumatisé. Et parce que tu as osé le dévoiler dans un livre, quelque chose qui est une abomination, parce que on sait, d'après les études sociologiques, que les viols, les gens qui mettent les bangalas dans les totes des gens alors qu'ils ne veulent pas. Excusez-moi, ne signalez pas mon direct. Les gens qui mettent leur bangala dans les totes des femmes alors que les femmes ne veulent pas. Généralement, ça se passe dans la famille. Et donc, généralement, quand il y a ce genre de choses, les familles essayent de cacher. Parce que ce n'est pas seulement la honte de cette famille-là. Ça devient la honte de tout un village. Ça devient la honte de toute une descendance. Donc, quand ça se passe comme ça, les familles cachent. Mais, alias Marie-Christine Zomobem a estimé que il fallait qu'elle écrive ça dans un livre et qu'elle commence à passer dans les télévisions pour accuser le garçon qui est sorti du même tot qu'elle. Sa mère a été choquée. Sa mère l'a maudit. Zomobem, je préfère m'arrêter là parce que le prénom n'est pas le tien. Vous tous vous appelez Zomobem. Donc je vais désormais... Aline est décédée. Toi, tu n'es pas Aline. Je vais seulement t'appeler Zomobem, alias les dentés. Zomobem, alias les dentés. Tu es venu nous dire ici que tu es né en France. Si tu as une photo de toi, petite, en France, tu viens, tu poses. On connaît vos vies. Mais on sait que chacun a ses cadavres dans le tiroir et on ne doit pas condamner quelqu'un à cause de son passé. Donc, ta mère a été tellement chagrinée. Je te parle, c'est les gens de Zoétélé. Le grand frère de monsieur Akaka, qui est mon père légitime, je montre encore son nom, a géré le renseignement. Était le commissaire de Zoétélé. Je t'ai montré ma taille, j'ai 1,66 m. Je suis plus grande de taille que toi. Ça veut dire que quand je parle, ça avait les fiches de renseignement. Je t'ai dit que toute ma famille, de tous les côtés, c'est des policiers. Donc quand je parle de quelqu'un, ça avait les fiches de renseignement, puisque cette histoire a été un tollé. Parce qu'un commissaire de police dans une ville, il rend compte de tout. Tous les petits Congossas, ce n'est pas à lui de juger si c'est pertinent. Il envoie seulement. Il envoie seulement. Donc ton père n'a jamais eu une nomination uniquement parce que sa fiche de renseignement
était sale. Puisque ceux qui ont même donné le renseignement ont dit que lui-même, il faisait ça à ses enfants et dont les enfants ne reproduisaient que ce qu'ils voyaient. Il était de réputation que c'était un sorcier. Il était de réputation. Tu es allé jusqu'à dire que tes enfants, que tu considérais que tu tombais enceinte. Les gens sont nouveaux sur les réseaux sociaux, ils ne vous connaissent pas. Hein. Ça fait 7 ans que tu es en clash avec moi. Même pas. C'est depuis 2013 que tu es en clash avec moi. Je ne te répondais pas. La première fois que je t'ai répondu, c'est après ta vidéo en 2017 où tu dis que le président Obiang a mis son tot chez moi et son fils a mis son tot chez moi. C'est là que je viens te répondre pour la première fois. Donc, cette histoire de pères qui mettent le tot dans les pères qui mettent le bangala dans le tot de leurs enfants, ce n'est que ça que tu connais parce que c'est ton traumatisme. C'est ton traumatisme et donc tu ne vois aucun rapport humain au-delà de cette affaire d'un père qui prend son bangala pour mettre dans le tot de son propre enfant. C'était légal, c'était normal. Tu as subi cela étant petite. Donc pour que quelqu'un exprime ce genre de choses, c'est un crime qui a été commis sur lui. Parce que c'est une abomination. Tu as été victime de ce crime-là. Non seulement par celui qui prétendait, lui il le faisait. Parce qu'il disait que quand il était à l'école, ta mère est restée dire que elle est enceinte de toi. Tu es l'aîné, tu ne peux pas être né en 68. On a collé la grossesse à Zomobem, à Belle. Regarde Solange, les vrais enfants de Zomobem. Parce que, regarde ta soeur Solange. Vous avez les traits de votre maman. Regarde tes frères, comment ils se comportent. Regarde leur beauté, parce que Solange est belle. Solange, ta petite soeur, elle est belle. Elle a une vie posée. Elle a une vie responsable. Mais toi, tu es un enfant qu'on a collé à Abel Zomobem. Et pour qu'il n'aille pas en prison, il a accepté de te reconnaître. Tu n'es pas né dans le mariage. Ceux qui sont nés dans le mariage, c'est les Solange. On nous et Adjan. Donc ta paternité, c'est entre les griffes. Et quand ton père entre dans les francs-maçons, parce que ton père c'était un frère, je n'ai pas besoin de le dévoiler, mais il est décédé. Je peux le dévoiler. C'est les francs-maçons qu'on mentait à l'époque. Que oui, vraiment pour passer de tel grade à tel grade, il faut faire ceci. On les mentait à l'époque. C'était la sorcellerie. On mélangeait les rites avec les choses qui venaient du Gabon. C'est comme ça qu'il a fait ça avec toi. Et quand il a initié aussi son fils est venu faire ça avec toi. Ça t'a traumatisé. Tu l'as écrit dans le livre. Mais le premier qui t'a fait ça, à l'époque, certaines loges donnaient ça comme condition. Et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y avait des loges qui n'utilisaient pas le rite écossais, seulement le rite écossais, ils ajoutaient des choses qui venaient de la loge de Guinée, de la loge du Gabon. La loge tropicale du Gabon, là. Et on sait que toute l'élite camerounaise à l'époque était convaincue que si tu n'es pas dans la loge, ton père voulait être quelqu'un. Il voulait. C'est pour ça qu'il est entré. On lui a donné les conditions. Il a fait. Mais il ne comprenait pas pourquoi, en haut là-bas, ça bloquait. Ça bloquait pourquoi? Parce que le commissaire de Djoum, qui était le grand frère du monsieur qui a épousé ma mère, avait sali son dossier. Donc il ne pouvait pas être nommé, il pouvait simplement parler à la radio. Comme tu voyais là, quand tu as un dossier sale par les services de renseignement, tu parles comme tu veux, tu montes comme tu veux. Quand ça arrive chez le président, parce qu'on vient proposer quelqu'un au président, on colle la fiche de renseignement à côté. Donc tu as d'abord cette aigreur là. Tu as cette aigreur parce que tu estimais que
ton père parlait bien. Hein? Normalement, c'est lui qu'on devait même nommer à la CATV parce qu'en principe, dans ta petite ignorance, tu te dis, mais Mendoza n'a jamais été journaliste. Pourquoi c'est lui qui devient directeur de la télé? Ton père avait un dossier sale. Ton père avait un dossier d'une famille sale. Parce que, ce que vous ne savez pas, lorsque un fonctionnaire doit monter dans les hautes fonctions, on surveille même ses problèmes familiaux. Or, votre problème était scandaleux. Tu l'as écrit et ta mère ne t'a jamais pardonné. Aline, bon, je ne veux pas t'appeler Aline. Aline est décédée. Zomobem, alias les dentés. Est-ce que tu étais aux obsèques de ta mère? Si tu étais aux obsèques de ta mère, montre la photo. Tu as refusé de venir aux obsèques de ta mère parce que ta mère a dit que la honte que tu as mise sur moi, même si je meurs, je ne veux pas voir tes pieds. Parce que tu étais arrivé à un point où tu disais que les myomes, je t'avais expliqué en 2017, pas 2017, 2016, quand tu disais que tu as déjà accouché, je t'ai dit non. Zomobem, alias les dentés caleçons verts. Ce n'est pas les enfants qui sautaient dans ton ventre. Parce que tu disais que oh, j'ai conçu. Non, quand tu as des myomes, ça gonfle. Quand ça sort, c'est une boule. Parfois, ça ressemble à la tête de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant, c'est des myomes. Et tu as commencé à dire publiquement que ta mère est une sorcière et mange tes enfants. Aline, je préfère t'appeler Aline. Si je mens que tu as accusé ta mère de manger les enfants que tu... C'est moi qui viens te dire. Ceux qui me suivent depuis savent. J'avais même pris les photographies des myomes. Je t'ai dit, le myome, parfois, ça te donne tous les symboles, les symptômes de la grossesse. Quand tu as les myomes, tu as les nausées, tu as les machins. Parfois même, on voit un début de gestation. Hein. Mais c'est un myome, c'est pas l'enfant. C'est la science. Et quand ça sort comme ça, on te pose ça. Vraiment, ça, le poids d'un enfant, il y a des myomes qui pèsent les 3 kilos. Mais tu as accusé ta mère que c'était des grossesses, mais c'est elle qui mangeait. L'humiliation que tu as mise sur cette femme, elle a juré. Je n'invente rien. Tous ceux qui te connaissent savent que c'est la vérité. Que même si elle meurt, elle ne veut pas te voir. Donc maintenant, tu viens sur les réseaux sociaux. Tu vois une jeune fille. Tu apprends qu'elle est la fille du professeur Mendoza. Puisque tu l'as écrit. Dans le journal, le papier que tu avais écrit sur moi, quand ma candidature est annoncée à la FECAFOOT, tu as fait un papier sur moi, sur RFI, où tu disais que comment on va permettre à la fille d'un voleur de devenir présidente de la FECAFOOT. Tu as écrit un long message. C'est la première fois que je vois ton nom. C'est là que j'ai commencé à me renseigner. Et comme je t'ai dit, il y a le service de renseignement. Toute ma famille travaille dans la police. C'est là qu'on commence à me donner ton CV. Que non, c'est une famille là. Elle est issue d'une famille là, trop de scandales. Ils sont dans des affaires de Bangala, dans les top des enfants. Et tout ça et tout ça. C'est comme ça qu'on commence à me donner ton CV. C'est toi qui as écrit que je suis la fille de Mendoza. J'ai volé avec Mendoza. Et maintenant, on va me laisser encore diriger la FECAFOOT. Pourquoi? Je n'avais jamais parlé de toi. Surtout qu'à l'époque, je n'estimais pas, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Vraiment, il n'y avait pas les directs. Même si tu écris, ça n'a pas d'impact. Donc, c'est toi qui es la première à révéler au public que je suis la fille du professeur Mendoza. Tous ceux qui m'ont connu, à Manjo, à l'université, je n'ai jamais dit à personne que je suis la fille de Mendoza. Les Washington, le monument, la femme qui organise les soirées à Londres, là, qui est sur les réseaux sociaux, elle dansait les ballets avec moi. J'avais 6 ans. Elle était peut-être déjà dans les 16 ou 17 ans. Je dansais les ballets avec elle. À Manjo. Il y a des gens, je cite les noms des gens, que vous connaissez sur les réseaux sociaux, qui peuvent vous dire que Marlène Mvutu n'a pas 50 ans. J'ai dansé avec Marlène, Marlène avait 5 ans. Moi, j'étais à l'âge de 16 ans. Donc, si moi j'ai 50 ans aujourd'hui, Marlène ne peut pas avoir 50 ans. J'ai dansé avec Marlène, j'ai dansé les ballets avec Marlène. Washington, le monument, elle est à Londres, c'est elle qui organise les soirées. Elle est très connue sur les réseaux sociaux. Elle sait qu'entre elle et moi, il y a au moins 12 ans d'écart.
Parce elle m'a vu petite, je dansais les ballets avec elle. On a dansé Dédié et Yango, you m'ont su calculer. J'étais bébé, j'étais petite, bébé. Moi, j'ai des références. Je ne leur ai jamais dit que je suis la fille de Mendozé. Tous les gens de Mandjou connaissent que je suis la fille de Monsieur Akaka. Mais la première personne qui écrit sur une plateforme publique que je serai en réalité la fille du professeur Mendozé, c'est toi. Parce que si le professeur me confiait même certaines missions secrètes, c'est parce qu'il savait qu'officiellement, les gens ne pouvaient pas faire le lien entre lui et moi. Et donc j'étais comme sa couverture. Lui et moi, on savait qu'on est père et fille. Mais publiquement, je n'étais pas sa fille. Publiquement, je faisais même comme si je ne le connais pas. Parce que les journaux allaient écrire. J'avais 19 ans, c'est moi qui décaissais. C'est moi qui gérais. Parfois, je rentrais avec le chèque. Il y a ses signatures dessus. Le chéquier. Donc, si les gens avaient su que la CRTV Marketing, toute l'agence de la publicité là, Mendozé a mis sa propre fille, ça allait faire des problèmes. Ça signifie que moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un que Mendozé est mon père. C'est toi qui es venu écrire ça la première fois. Et lorsque je suis invité chez Ngongang, sur STV, l'émission est là. Je suis acculé de partout parce que tu as sorti le scoop. C'est comme ça que le journaliste Ngongala me demande que, au fait, il se raconte que vous êtes la fille du professeur Mendozé. Mais comme je n'avais pas envie de mentir sur mon père qui était vivant, j'ai dit oui, c'est mon père. Parce que tu l'avais révélé à la presse. C'est toi qui as révélé. Ça veut dire que je ne suis pas une affable. Je n'ai jamais été une. Moi, j'ai toujours été légal. Je pense que mon père, c'était bien pour ses affaires que les gens ne sachent pas que je suis sa fille. Mais c'est mon père et tu le sais. C'est pour ça que tu t'accroches sur lui. Maintenant, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Ayant raté ma vie. Avec mes enfants, à l'université en France, qui font des études, ceux qui travaillent, qui sont propriétaires et tout, j'ai quand même raté ma vie à tes yeux. Toi, qui n'as jamais été capable de louer une chambre. Aline Zomobem, avant de revenir sur Mendozé, je vais parler de toi. Si tu as eu un seul travail en France, c'était le travail dans une cantine scolaire. Tu as fait 4 mois, tu as abandonné. Si tu as eu un mari, c'est un gars bamiliqué qui cherchait les papiers. Tellement, tu l'as exacerbé que même les papiers, il t'a abandonné avec. Il t'a abandonné, il est parti. Toi-même, tu es venu dire ici que c'était un mariage pour les papiers, il voulait tes papiers, maintenant qu'il a eu tes papiers, les pleurs sont sur YouTube. Donc tu m'as repéré, tu as fait une fixation sur moi depuis 2013. Pourquoi? Parce que j'incarne ce que tu voulais être. J'incarne ce que tu as envie d'être. Une femme qui a fait de vraies études. Une femme qui a un vrai parcours professionnel traçable avec des témoins à l'appui. Une femme qui a fait des enfants. Une femme qui a fait réussir ses enfants. C'est ça que tu voulais être. Et donc, chaque fois que tu as eu l'occasion, je ne parlais pas sur les réseaux sociaux, tu m'as toujours insulté, dénigré, au point où le seul crime que tu connais, parce que tu l'as subi, tu es venu maintenant dire que désormais, c'est le professeur qui prenait son bangala, il mettait dans mon tot. Il prenait son bangala, il mettait dans le tot de ma mère. Tu ne nous as jamais vus. Mais c'est toi qui as commencé à déclarer cela. Pourquoi? Parce que c'est le crime dont tu as été victime. Tu ne connais que ce crime-là. Et tu as une haine exaspérée du professeur. Parce que malheureusement, lorsqu'on commet ce crime avec le bangala de manière forcée, on subit des traumatismes. Tu en veux au professeur de n'avoir pas été ton père parce que le professeur a été un père modèle pour ses enfants. Le professeur Mendozé a élevé des enfants. Il y a un docteur
le docteur Zemendor, c'est son fils. La ressemblance est flagrante. Il a fait un magistrat. Sa fille est magistrate. Il a fait son premier fils qui a été directeur de la... il était directeur à la Standard Chartered Bank. L'aîné qui marchait avec Fambia. L'autre, il y a une qui est à la CRTV. Et il a plein d'enfants que je connais qui sont cadres à la SNEC et tout. Je les connais tous. Ton père a été tout ce que toi tu dis, tu le vantes là. Mais même placer un de ses enfants, il n'a pas pu. Si Solange s'en sort aujourd'hui, c'est grâce à un gars bamileke qu'elle a épousé. Elle est coiffeuse. Elle tresse les gens aux États-Unis. Et elle s'en sort. Ce n'est pas parce que ton père, grand journaliste, très respecté par Paul Biya, lui a donné une fonction pour mettre ses enfants au travail. Non. Si ce n'était pas l'Europe ou les États-Unis, vous ne mangiez pas. Tout le monde a vu. C'est avec le petit RSA que tu touches ici, que tu es parti arranger la maison en terre que ton père a laissée. Ça veut dire que ton grand soutien à Biya d'aujourd'hui est un soutien opportuniste. Tu as toujours été contre le régime et tu as toujours tiré sur toutes les personnes dont tu estimais avoir injustement les faveurs de ce régime-là. C'est comme ça. J'ai dit envoyer les cœurs, hein. C'est comme ça que tu m'as repéré et tu m'as choisi comme étant la mascotte de cette élite-là qui se reproduit à travers ses enfants. Parce que toi, tu savais. Parce que tous les gens de Sambilima, tous les gens qui tournent autour du sérail, savent que Marlène, son vrai père, est le professeur Mendozé. Et maintenant, il va se reproduire à travers sa fille. C'est pour cela que lorsque je suis candidate à l'Africa Foot, les gens disent que non, c'est Mendozé qui veut récupérer l'Africa Foot à travers sa fille. Lorsque j'ai des problèmes, les gens viennent dire à Mendozé que non. Les problèmes de Marlène, au fond, c'est toi qu'on cherche dans cette affaire. Ne te mêle pas de ça. Vous, dans le sérail, vous saviez que M. Aka a pris ma mère, a connu ma mère, moi j'étais déjà grande. Mendozé m'avait déjà montré à sa maman, Bella Marthe, que voilà ma fille. J'ai connu ma grand-mère, j'ai connu la mère de mon père. Petite de taille comme ça. Parce que vous aimez parler de la taille. Non, moi j'ai 1m66, je te dépasse en taille, je viens de montrer. Je te dépasse en taille. Même sur les photos, tout le monde voit que je te dépasse en taille. Mais comme toi tu penses que la taille de quelqu'un, on peut quand même l'attaquer dessus. Non, je te dépasse en taille de 6 cm, c'est beaucoup. Mais je te dis que la mère de mon père, Marthe Bella, était petite de taille comme ça, elle avait 1m57. L'homme qui a mis Mendozé au monde, elle est morte, elle me connaissait. Mon père m'a pris, il est parti montrer à sa mère. Voilà mon enfant. Toi, tu utilises le nom de Mendozé pour parler des affaires des enfants légitimes. Mendozé, la personne, Mendozé est un enfant hors mariage. Il n'a jamais eu un problème d'enfant légitime chez lui, puisque lui-même il est l'enfant hors mariage. Aujourd'hui, il est enterré dans le village du mari de sa mère. Parce que son vrai village, là où il est né, il est le cousin de Paul Biya. Il est le frère de Paul Biya. Parce que Mendozé est de Mvomeka. Il est de Meyome Sala. Tout le monde le sait. Et c'est la maman du président qui prend la main de Mendozé. Elle remet à son fils que amène mon fils à Yaoundé, amène ton frère à Yaoundé. Il devient quelqu'un. Sur le plan légal, Mendozé est le fils du père de sa mère. C'est pour ça qu'il s'appelle Ze. C'est le père de sa mère qui l'a reconnu. Vous voulez parler les vies des gens. Sur les papiers de Mendozé, à la place du père, c'est le nom du père de sa mère. Donc Mendozé n'a jamais eu une affaire de paternité, non. Donc quand tu viens parler maintenant de Mendozé, en ce qui me concerne, c'est parce que vous savez qu'au fond, le crime que vous voulez couvrir, c'est l'assassinat scrupuleux de ce monsieur pour un motif tout aussi ridicule.
Mendoza, lorsqu'il a été épinglé pour des affaires financières, il a remboursé. Et cet argent-là venait de Guinée équatoriale. Lorsqu'il a eu les problèmes, parce qu'il était très proche du président de la Guinée, il a expliqué au président que j'ai des problèmes. Le président lui a donné l'argent. Il a payé. Il a payé. Il a remboursé. Parce que lorsqu'on dit les fausses de gestion, ça veut dire que de la direction générale jusqu'au dernier planton, quelqu'un détourne 10 000. On met seulement ça sur la tête du DG. Parce qu'on dit que c'est toi qui devais contrôler. Que le chef de service de la programmation ne détourne pas 10 000. Un professeur de lettres, qu'est-ce qu'il sait de la gestion? Il n'a jamais fait management. Mais tout ce qui se passe au Cameroun, c'est la faute de Paul Biya. Lorsqu'on décide des entreprises commerciales, des entreprises parapubliques, normalement doivent être dirigées par des gens qui ont de profils que j'ai aujourd'hui. Moi, j'ai fait l'Institut d'administration des entreprises de Nantes. J'ai été formé pour diriger des entreprises comme la CRTV. Mais quelqu'un qui est enseignant, qui ne sait rien du commerce, parce que la télévision, c'est de produire du divertissement et de faire rentrer de l'argent grâce aux publicités. Il n'a ni une formation commerciale, ni une formation de journaliste. Il est professeur de français. Vous le prenez. Oui, parce que il est question de faire de la CRTV un média de propagande de n'importe quoi. On prend quelqu'un simplement par fidélité familiale, on le nomme. Il est là-bas, il n'a aucune formation pour gérer une entreprise. On le met là-bas 17 ans. Pendant 17 ans, quels sont les... Il a fait quoi pour être là pendant 17 ans? On ne sait pas. Mais on a quand même estimé qu'il a tellement bien travaillé. Parce que quand vous parlez de Mendoza, vous arrêtez à la partie seulement qu'il était DG de la CRTV. Vous ne savez pas, vous oubliez, vous refusez aujourd'hui de dire aux Camerounais que lorsque le président de la République décide de l'enlever de la CRTV, il est nommé ministre. Ça veut dire qu'on a estimé que Paul Biya a dit que tu as tellement bien géré la CRTV pendant 17 ans. Il est temps maintenant que tu gères, que tu coordonnes tout ce qui concerne la communication au Cameroun. Il a été nommé ministre. Pourquoi vous enlevez souvent que c'était un ministre? Il était ministre. Après avoir passé 17 ans à la CRTV. Et avant ça, il était chargé de mission à la présidence de la République. Ça veut dire que c'est quelqu'un que Biya a estimé qu'il travaille bien. Il n'a pas volé. Quand il était encore à la CRTV, il y a eu le contrôle des contrôleurs. Comme ils viennent souvent, on vient contrôler telle chose, telle chose. Il y a eu en 17 ans un trou de 2 milliards. Quelqu'un à l'époque à qui on versait l'entièreté des redevances audiovisuelles, qui est à peu près de 17 milliards par an ou par mois, je ne sais pas combien. Il n'y avait aucun contrôle sur les redevances audiovisuelles. À cette époque-là, la CRTV avait son agent, avait un employé qui travaillait au trésor public, à Konosé. Dès que l'argent était récolté chez les contribuables camerounais, on portait seulement directement. C'est avec Ababa qu'on a décidé qu'on doit quand même contrôler cet argent. C'était le frais. Mais en 17 ans, on a dit que Mendoza a volé 2 milliards. En 17 ans. Donc si on divise 2 milliards en 17 ans, ça fait peut-être 200 millions ou 100 millions par an. Et les directeurs, et les chauffeurs, et les simples employés ont détourné. Mais on a mis sur la tête du DG, parce que c'est le DG qui est responsable. Il a appelé son papa, son grand frère, que j'ai des problèmes au Cameroun, je risque la prison. Son grand frère lui a donné 2 milliards. Il est venu, il a donné aux Camerounais. Il a continué sa chorale. Les Bamileke ont des deuils, on l'appelle. On le voit à Bafoussam chez Fotso Victor, en train d'animer le mariage de la fille de Fotso Victor. On l'appelle partout, même dans les quartiers. Mendoza partait animer. Même en prison, il partait animer. Donc, celle qui estime qu'elle était sa marraine, Madame Biya, quand sa mère décède, Mendoza anime bien à Bastos. J'avais déjà expliqué ça. Mais Chantal Biya ne sait pas que c'est Belling et Boutou qui a décidé que
Mendoza ne doit plus animer au village parce qu'on a dit à Paul Biya que Mendoza se comporte là-bas comme si c'était lui, le beau-fils. Paul Biya a décidé qu'il ne veut pas le voir au village. Chantal Biya ne savait pas ça parce qu'elle avait remis 10 millions à Belinga. De donner à Mendoza pour qu'on couse les tenues, on s'occupe du voyage de tout. Elle avait donné l'argent. Belinga a remis 5 millions à Mendoza devant moi. Les 5 millions, Mendoza a cousu les tenues. Il a fait changer les appareils qui étaient encore là. Et il a décidé que comme l'argent ne suffisait pas, sa chorale devait dormir dans sa maison à Saint-Mélima. Quand il arrive en Vomoka, au grand portail, c'est les agents de la DSP, les gens de la GP qui se gardent là, qui disent que vous n'êtes pas programmé, professeur. Vous ne pouvez pas entrer avec la chorale. C'est comme ça que les gars de la chorale sont ici. La chorale retourne dormir à Saint-Mélima. Parce que malheureusement, le niveau de sécurité qu'il y avait là-bas, même traîné là, Chantal Biya se fâche. Que je t'ai donné mon argent. Tu animes les deuils des gens. Tu animes chez les Fausses Victor. Tu animes les mariages. Mais quand c'est mon propre deuil, de ma maman qui t'a aimé comme son... Parce que la maman de Chantal Biya aimait beaucoup Mendoza. Chantal Biya même aimait beaucoup Mendoza. Est-ce que ce n'est pas toi qui peux me faire ça? Pourquoi? Parce que, étant donné que c'était des obsèques catholiques, lorsqu'il y a des obsèques catholiques, les musiques, la chorale qui doit animer, connaît les chants liturgiques de l'église catholique. Mais pour enterrer la mère de Chantal Biya, c'est la chorale d'un côté, une chorale de l'église presbytérienne, qui ne connaît pas les chants de la messe catholique qui a animé. Chantal a eu mal. C'est comme si elle venait de perdre encore sa mère 2 fois. Elle n'a pas pardonné. Et elle avait raison. Je donne mon argent. Je veille. Et tu me fais ça. Toi qui es mon intime. Toi que je soutiens auprès de mon mari. Elle avait raison de se fâcher. Mais on lui avait caché la vérité. C'est ce jour-là qu'elle a dit, à cause de ces 10 millions qu'elle a donnés, Mendoza a reçu 5 millions, il doit rentrer encore en prison. Elle avait raison. Mais comme elle ne peut pas porter plainte. Parce que quand tu portes plainte, on va t'appeler au tribunal. Mais une première dame ne peut pas se mettre là-bas pour parler l'affaire d'argent, que ça fait comme ça, ça fait comme ça. Non, on va trouver un problème d'État. On va mettre sur toi. Je n'ai pas dit que Mendoza n'avait pas eu des fautes de gestion. Hein. Je dis qu'on avait épinglé Mendoza dans les affaires de gestion de la CRTV. Mais cet argent-là, les 2 milliards, il les a remboursés. C'est comme ça qu'en 2014, 10 ans après avoir quitté la CRTV, c'est-à-dire que même sur le plan du droit, il y a déjà prescription. On dit que quand Ababa était ministre, il y a des papiers de 213 millions que la CRTV n'a pas déclaré parce que la CRTV... Mendoza s'est exprimé qu'en principe, sur ce genre de décision, c'est le conseil d'administration de la CRTV. Moi, je n'ai pas qualité pour ordonner une dépense de 213 millions. On a dit que viens répondre. Pourquoi? Parce que le haut l'ayant lâché, la personne qui soutenait Mendoza là-bas, c'était Chantal Biya. Chantal qui a décidé qu'il devait partir en prison. Il fallait un motif légal. On est venu l'arrêter avant de chercher le motif. On a dit trouvez, vous allez trouver quelque chose. Pendant 7 ans, ils ont cherché, ils ont dit non, voilà, il y avait 213 millions qui ont fait comme ça, et tout. La deuxième fois là, le président dit qu'il veut rembourser, on dit qu'on ne veut même pas le remboursement. Il va rester là-bas, parce qu'il est le prisonnier personnel de Chantal Biya. Il a mangé les 10 millions du deuil de la mère de Chantal Biya. Il va seulement mourir là-bas, comme la mère de Chantal est morte. Comment il peut voler l'argent du deuil? Vous volez, je ne regarde pas. Mais tu viens voler l'argent du deuil. Tu vas seulement mourir là-bas. Chantal Biya avait raison. Et c'est pour ça que je n'ai jamais accusé Chantal. Parce que je sais qu'elle avait raison. On lui a caché la bonne information. Je ne parlais pas sur les réseaux sociaux. Personne ne parlait sur les réseaux sociaux. Même quand j'y prends Rémi Ngono, Dieu me voit, je dis non, c'est le système. C'est l'autre face du système. Quand tu deals avec le système, il faut savoir qu'un jour, ça peut se retourner. Que mon père assume. C'est ce que j'ai dit à J. Il a été là-bas.
Et j'ai continué mon soutien à Paul Biya jusqu'en septembre 2023. Parce que je savais ce qui s'est passé et je n'en voulais pas à Chantal Biya. Parce que je disais que même si c'est moi, j'allais réagir pareil. Je ne peux pas soutenir quelqu'un. Parce que lorsque Mendoza commence à s'approcher, tout le temps, il avait la première dame, tout le temps, il avait Chantal. Tout le temps. C'est un homme. C'est le président, mais c'est un homme. Il n'aime pas voir les gens avec sa femme. Que les gens qui sont ministres là le sachent. Il n'aime pas. Quand il était encore lucide là, on lui dit 2 fois il te voit à la télé parce qu'il aime regarder la télé. Quand tu viens déjà trop parler avec sa femme, elle rit aux éclats, là, elle rit aux éclats. Lui, ça l'énerve. Et il va te calculer. Donc ne parlez pas avec sa femme. Mendoza ne savait pas que le président le calculait déjà. À cause de sa trop grande proximité avec sa femme. Puisque je vous ai dit un jour, comme Chantal Biya, elle ne connaît pas le protocole d'État. C'est vous qui dites qu'elle est première dame. Elle, dans sa tête, je sais pas si elle a conscience de ce qu'elle est. Non, dans sa tête, je ne sais pas si elle a conscience. Chantal Biya est en cortège. Avec la sécurité présidentielle, elle sort accompagner les premières dames. Elle demande au cortège de s'arrêter. Parce qu'elle a appelé Mendoza au téléphone. Lui, il est encore en Simalène là-bas. Là où il était avec les équipes de la CRTV. Elle avait appelé Mendoza que viens me donner les albums. Je vais donner les albums parce que après chaque cérémonie, la CRTV faisait des photos et faisait des albums qu'on remettait à chaque première dame. Sauf qu'avec le cortège et tout, les gens de la CRTV ne sont pas arrivés à temps en Simalène. Donc quand Mendoza arrive avec les albums en Simalène, Chantal a déjà démarré avec son cortège. Elle démarre avec le cortège, elle appelle encore Mendoza. Mendoza lui dit que c'est maintenant que j'arrive en Simalène Excellence. Elle, maintenant, Chantal Biya, demande à son cortège de stationner aux brasseries pour attendre Mendoza. On a rendu compte à son mari. Je vous ai dit, lui d'abord, c'est d'abord le problème de l'État. Tu n'as pas le droit de se faire stopper. Pour lui, c'était comme si c'est Mendoza qui avait demandé que non, attends-moi, j'arrive. Pour lui, c'est un crime de lèse-majesté. Tu ne fais pas attendre la femme du président. Je vous dis que Paul Biya, je vous dis que comme les gens s'amusent maintenant avec le pouvoir de Biya, c'est parce que Biya n'est plus là. Vous voyez les lettres comme celle-là, les Alim Zomobem qui ont les cachets de l'État et tout ça, parce que Paul Biya n'est plus là. Quand Biya avait son pouvoir, tu as osé stopper le cortège de la première dame, parce que après elle ne va pas rendre compte à son mari, hein, que non, en fait c'est moi qui voulais les albums et j'ai demandé qu'on stoppe. Non, le cortège dit seulement que nous, on a seulement constaté qu'on nous a demandé de nous arrêter. Et on a vu Mendoza dans son car arriver, descendre et donner les albums par la fenêtre à la première dame. Le président dit que mais ça c'est quelle histoire ça? Une première dame en cortège, ça ne doit pas s'arrêter. Parce que c'est d'abord un problème de sécurité. Pourquoi le cortège est en vitesse? Parce que quelqu'un peut se mettre même à l'étage et là il tire sur quelqu'un. C'est pour ça que le cortège doit passer en vitesse. Comment ça se fait que vous faites arrêter la première dame en pleine brasserie? Alors que c'est elle qui avait demandé. Mais les gars de la personne ont le courage d'aller trahir la première dame. Parce que tu trahis la première dame, on t'enlève. C'est comme ça que la haine entre le président et Mendoza a commencé. Mais comme le président ne dit jamais, quand il commence à te détester, il attend seulement le dernier truc. Les gens disent à Mendoza, tout le temps tu avais la première dame. Il y a un événement au Sérac, et Mendoza est déjà là, il danse avec sa chorale. Il y a quelque chose à l'hôpital central, partout, il avait Mendoza. Le président le calculait. Et maintenant que celle qui le protégeait même, elle-même aussi, elle était déjà en brousse avec lui, il a demandé d'appliquer. Comme ça qu'il est parti mourir en prison. Moi, je n'ai jamais en voulu à Chantal Biya par rapport à ça. Lorsque vous venez m'attaquer pour dire que pourquoi c'est moi qui prends la poitrine pour Mendoza, pourquoi c'est moi qui viens parler alors que ces vrais enfants sont là. Les vrais enfants, par rapport à quoi? Quand Serge Akounou, il ne s'appelle pas Mendoza, hein, est né. Mendoza n'était pas marié. Il n'était pas légalement marié. J'ai vu son acte de mariage. Serge est né en 1971. Mendoza n'était pas marié. Franck Biya n'est pas né dans le mariage de Paul Biya. Les fils de Chantal Biya, les jumeaux, ne sont pas nés dans un mariage. Aline Zomobem. Franck Biya n'est pas né dans un mariage.
Parce que toi, tu viens m'attaquer en disant que les enfants qui ne sont pas nés dans les mariages ne sont pas les enfants. Oui, on va commencer donc à contester la paternité de Paul Biya sur Franck Biya. Parce que nous aussi, on a à dire, hein. On a à dire sur les gens. On peut aussi parler. On peut commencer aussi à contester les paternités des gens. Mais nous disons que si sur le plan familial, nous savons que tel est l'enfant de tel, ça nous suffit. Le reste, c'est pour vous. Parce que Franck Biya n'est pas né dans un mariage. Non. Mais on sait partout que c'est le fils de Paul Biya. Et on lui donne cet honneur-là. Donc si tu viens contester le fait que moi je ne sois pas né dans un mariage, que je ne suis pas la fille de Mondosé, ça veut dire que tu contestes aussi que Franck Biya, étant donné qu'il n'est pas né dans un mariage, n'est pas le fils de Paul Biya. On commence par le haut pour venir nous retrouver ici en bas. Mais nous sommes les boulous. Les boulous disent que Mona si comme bien, Mona ne veut pas. La personne qui m'a élevé, que tout le village, que sa maman en décédant, sait que je suis la fille de Mondosé. Pour vous, là, c'est le Congo, ça. On sait que je suis la fille biologique de Mondosé. Parce qu'il a présenté à ses parents. Il a présenté à sa famille. Il a présenté à ses frères comme étant Marlène, c'est ma fille biologique. L'autre là, que toi, tu es venu créer, les gens ne me connaissaient pas sur les réseaux sociaux. C'est toi qui es venu dire que Mondosé est mon père, mais il sort avec moi. C'est toi qui es venu le dire sur Internet. Parce que c'est vrai. La mère de Mondosé a une parenté fond. La mère de Paul Biya a une parenté fond, elle doit être là-bas. Donc c'est dans le village là-bas, les causeries du village, que tu as entendu que moi, qui suis candidate, quand je me suis présentée candidate, je n'ai même pas voulu que la presse sache que je suis la fille de Mondosé. C'est toi qui es venu dévoiler ça. C'est toi. Et tu as collé le crime qui a été commis sur toi, tu as collé ça sur nous pour nous salir. Parce que tu sais que ça salit ton père. Ça a été le frein pour lequel ton père n'a jamais eu un poste au Cameroun. Parce que le président avait son vrai A1. Sa vraie fiche de renseignement. Que c'est quelqu'un qui prend son bangala, il met dans le top de ses enfants. Ses enfants prennent leur bangala, ils mettent dans le top de leur sœur. Voilà la fiche de renseignement de ton père. Voilà ce qui est sur la fiche de renseignement. Et c'est pour ça que Biya n'a jamais trouvé que... Parce que Biya, avant d'aller chercher une femme qui danse dans les bars, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Tout le monde sait que c'est un fervent catholique. C'est avant même des histoires d'ailleurs qu'il est parti aussi apprendre. C'est d'abord un fervent catholique. Il devait être prêtre. Lorsqu'on colle sur ton nom, et que c'est avéré, fiche de renseignement à l'appui, que tu es quelqu'un qui prend ton bangala, tu mets dans le top de tes enfants prennent leur bangala, ils mettent dans le top de leur sœur, tu ne vas jamais passer. Parce que Biya, c'était un catholique. C'est comme ça que tous les gens à l'époque qui étaient dans les sectes là, on ne nommait même pas. Mais dès que lui-même il est entré dans l'Ombrakata, c'est l'Ombrakata qui passe. C'est la sorcellerie maintenant. Avant, Biya n'était pas dans l'Ombrakata. Mais on lui a expliqué que non, si tu n'es pas dans l'Ombrakata, il y aura encore le coup d'état de 84. Parce que tu sais pourquoi on t'a fait le coup d'état, il a dit non. C'est parce que tu n'étais pas dans l'Ombrakata. Si tu étais dans les sectes, les gens des sectes allaient te protéger. Mais tu n'es pas dans l'Ombrakata. Tu veux qu'on te protège comment? Si tu étais dans l'Ombrakata, on allait te protéger. Tu n'allais jamais voir des gens qui peuvent te trahir. Puisque dès que tu entres dans l'Ombrakata, tu jures fidélité. L'Ombrakata, c'est jurer fidélité. Si dans l'Ombrakata, on te dit, va dormir, va mettre ton bangala dans le top de ton enfant. Tu dois seulement faire. Parce que c'est l'Ombrakata qui te demande ça. Mais là, il est entré dans l'Ombrakata. On dit que cherche une fille qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Même si elle est folle, il faut seulement la prendre. Il prend. En temps normal, connaissant la foi chrétienne que le président avait à l'époque, Chantal ne pouvait pas être sa femme. Mais maintenant, c'est la femme parce qu'il était dans l'Ombrakata. Dans l'Ombrakata. Parce que l'Ombrakata exige des choses. Quand tu entres dans l'Ombrakata, on dit, va dormir avec une folle. Si tu veux la popularité. Parce que les folles ont un génie sur elles. Quand une femme est nue, elle danse nue folle là. C'est un génie.
C'est l'esprit de Jézabel qui est sur elle. Et cet esprit-là fait, aujourd'hui les Camerounais dansent dans les bars, boivent seulement. Tu leur parles même des problèmes de leur pays, ils ne veulent pas entendre parce que c'est l'esprit-là. On a dit cherche une femme qui a cet esprit-là. Tu vas voir comment tu vas faire même 100 ans au pouvoir. Parce qu'en principe aujourd'hui, dès que tu es contre ce qui se passe au Cameroun, qui est anormal, allez Zomobem, tu fais quoi avec un ordre de mission de l'État du Cameroun? Tu es allé faire quoi? Dès que tu as eu l'ordre de mission, j'ai posé l'ordre de mission. Je ne mens pas sur toi. J'ai posé l'ordre de mission de l'État, avec le sceau de l'État du Cameroun. Tu es française. Tu n'as jamais eu, d'après tes papiers légaux, tu n'as jamais eu des papiers camerounais. Parce qu'on peut dire que tu es né au Cameroun et après tu as obtenu la nationalité par le mariage. Non! Ta nationalité avec laquelle tu marches là, ce n'est pas une nationalité acquise par le mariage. Celle qui permet à la Camerounaise de conserver la nationalité qu'elle avait à l'époque. Voilà ce que dit la loi. Si tu es devenue française alors que tu étais d'abord camerounaise, la loi t'autorise à garder ta nationalité si tu es une femme. Parce qu'on sait que c'est le mariage qui t'a donné une autre nationalité. Mais toi, ta nationalité n'est pas le genre de nationalité là. Ta nationalité, c'est que tu es née française. Tu fais quoi sur un ordre de mission de l'État du Cameroun pour la mission spéciale? Viens dire aux Camerounais. Avant de venir parler de ma mère, de ma soeur, de machin, de ceci, quelle est la mission que tu es venu faire aux Camerounais, au Cameroun, payée à plus de 50 millions? Si toi, tu ne nous dis pas. Parce que nous, ce qu'on voit que tu fais sur les réseaux, depuis que Facebook existe, nous, on n'était pas sur Facebook. Puisque tu dis aujourd'hui que c'est moi qui suis en train d'animer la galerie parce que je ne travaille pas. Oui, Aline Zomo, avant d'aller s'asseoir dans un bureau en Europe, tu dois avoir une carte de séjour. Donc c'est normal. Si moi j'avais la nationalité, comme toi, ah non, j'enseigne à l'université, puisque un contrat de travail doit correspondre à la durée légale de ton séjour. Je n'ai pas de bureau au Cameroun. Je ne travaille pas au Cameroun. On ne me voit pas dans les pays faire des prestations pour ma société. Tu parles de quelqu'un d'autre ou tu parles de moi? Quand je suis au Cameroun, mon pays, j'ai un bureau, non? Mais si je viens dans un pays étranger avec le visa, est-ce qu'on travaille avec le visa? Pourquoi tu parles de moi comme une femme qui est née en France avec les papiers français comme toi? Tu es française. Mais l'essentiel de ton activité, c'est la monétisation Facebook. Jusqu'à tu parles, tu dis envoyer les étoiles. Est-ce que tu vois j'ai des étoiles? On n'envoie pas les étoiles ici chez moi. Ici, j'écris des livres audio pour les aveugles. Parce que tous les Camerounais aujourd'hui sont aveuglés par l'esprit de Jézabel. Si je n'ai pas écrit des livres, ils ne vont pas écouter ce que je dis, ils ne vont pas lire. Tout le monde sait que des livres, je peux écrire plusieurs livres. Mais le livre aujourd'hui, support papier, n'est plus à la mode. On est obligé de prendre même les livres des gens il y a 400 ans, les Nietzsche, les Hegel, de les traduire en support informatisé. Parce que tout le monde aujourd'hui utilise le téléphone. Donc, une intellectuelle de 2024, c'est que ses idées seront plus vulgarisées si elle s'approprie cette technologie qui est Facebook. Parce que je fais des cours en étant sur Facebook. Donc je n'ai pas à rougir, Aline Zomobem, d'attendre de manière légale que la France m'autorise à ouvrir mes bureaux. Et je m'assois, je fais mes prestations. J'ai déjà filmé là où seront mes bureaux. J'ai filmé comment je suis allé acheter tout mon matériel je vais équiper. Je vais mettre les photos camerounais et je vais partir. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Je suis une patronne. Ma société travaille. Ma société fait des prestations. Elle a des comptes bancaires. J'ai posé sur Internet. Toi, avec ta nationalité, tu travailles où? Tu fais quoi? Ta proximité avec la première dame du Cameroun peut te permettre d'écrire un livre qu'on mettrait peut-être au programme. Si Chantal Biya t'aimait, elle pouvait te dire, Aline, tu es écrivaine. Écris même des comptines. Pour les enfants, on va mettre ça au programme à l'école primaire. Aline, tu sais ce que c'est qu'avoir un livre dans le programme de l'école primaire au Cameroun? Parce que l'école primaire au Cameroun, c'est au moins 7 millions de jeunes. Si tu gagnais seulement 1 euro sur chaque livre, ça veut dire que chaque année, tu as 7 millions d'euros. Voilà ce que c'est que les avantages d'être ami d'une première dame. Quand on a quelque chose dans le cerveau. Tu es écrivaine. Mais si tu es obligé de danser en caleçon sur Internet,
C'est simplement parce que aujourd'hui, pour arrondir ton RSA, l'aide sociale que la France te donne parce que tu es considéré comme une personne handicapée, une personne qui est dans le besoin. La France te donne 400 000. Ça ne te permet même pas de louer un studio. Tu es obligé de chercher la monétisation sur les réseaux sociaux. Donc, tout sujet qui peut te permettre d'avoir des vues, tu dois traiter parce que, après avoir insulté les gens, insulté un voutou, insulté machin, Facebook te vise 150 €. Ça fait ça maintenant que tu peux manger. Tu peux payer ton annonce, si disons-nous demain, le site internet, pour rencontrer les petits vieux blancs. Le décor des maisons où tu fais les vidéos change tous les 3 mois. Tous les 3 mois, tu as un nouveau client. C'est pour ça que une femme de ton âge ne peut pas dire que voilà mon mari ici, ou voilà mon copain officiel avec qui je vis. D'où ta jalousie vis-à-vis de ma mère. Ma mère a divorcé au Cameroun. Quand j'ai vu que ma mère voulait, ma mère ne gagnait pas gros. J'ai vu que ma mère ne gagnait pas gros. Et il fallait qu'elle vienne faire ses soins de santé ici. Je l'ai amenée en France. Avec mes moyens. J'ai amené ma mère en France. Et quand ma mère est arrivée, j'ai dit, tu es encore jeune. J'ai amené ma mère ici, elle avait 45 ou 46 ans. Quand j'ai amené ma mère en France. C'était encore une petite fille. J'ai amené ma mère ici, elle avait 46 ans. Donc si elle arrive à 46 ans, elle a encore l'âge même d'accoucher. C'est comme ça que elle tombe sur l'ingénieur là. C'est un ingénieur, tout le monde peut aller vérifier. Denis Fouyou est ingénieur en bâtiment. Il travaillait en Suisse. Plus de 7 000 € de salaire. Il est propriétaire là-bas où ils habitent, où les riches partent souvent faire les trucs en... Comment ils appellent? Chaque fois j'oublie même. Ils ont un département là. C'est seulement les milliardaires qui habitent là-bas. C'est proche de la Suisse. Ma mère, parce qu'elle est allée à l'école, elle travaille dans une école publique. Là-bas. Elle est légalement mariée. Elle s'appelle Elise Fouyou. Elle travaille en France. Comme de temps en temps, quand la maladie la dérange, elle laisse. Donc quand toi tu prends ma mère pour venir présenter comme n'importe quoi, quand on voit même d'abord ma mère, on voit la classe de ma mère, on sait que c'est pas une femme de votre catégorie. Les photos sont là, les vidéos sont là. Toi tu peux porter le sac de ma mère? Non. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici. Mais comme tu envies ma mère, dès que tu parles de moi, tu veux parler de ma mère. Tout le monde voit Zomobem, tu es de la classe de ma mère? Non. Tu n'es pas de la classe de ma mère. Donc, quand vous restez là, vos vies, vous êtes frustrés de vos vies. Vous prenez vos sales vies. Vous décidez maintenant que je vais coller mon affaire d'inceste sur telle. Je vais commencer à dire qu'elle a fait l'inceste. Je vais commencer à dire que telle personne. Tu veux dire que, comme tu dis que les vrais enfants de Mendoza, les vrais enfants de Mendoza ne parlent pas. Quelqu'un qui a habité dans la même maison avec lui, avec moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Toi, tu achètes les dossiers des gens ici. Tu achètes les dossiers des gens sur Facebook pour les défendre. Donc moi, je n'ai pas le droit de prendre le dossier d'une seule personne qui m'a fait tout le bien que j'ai cité pendant les 40 premières minutes. Je n'ai pas le droit. Est-ce que ce que ces enfants font, ça me concerne? Pour commencer à aller m'interroger que pourquoi eux ils ne parlent pas, ça ne me concerne pas. Ceux à qui Mendoza m'a présenté, ils me connaissent. Il leur a dit, voilà votre sœur. Les autres, tellement ils ne fréquentaient pas leur père. Eux-mêmes, ils ne fréquentaient pas leur père. Donc leur père devait se placer où pour leur dire que, voilà votre sœur. Celles qui sont sur Internet là pour aller parler que, non, c'est pas notre sœur, c'est qu'elle sortait avec notre père. C'est parce que leur père ne voulait plus les voir. Il y a une là, elle sortait avec un féman. Et s'est mise à faire les enfants. Pour Mendoza, c'était la honte de sa vie. D'avoir pris son argent. Envoyé son enfant en Europe. Il a acheté un appartement, une maison comment on appelle le quartier là? Dans un quartier chic à Paris là, cher. Il les a mis. Donc il leur a donné toutes les opportunités de faire les études. Celle-là arrivée, elle a vu un féman. Qu'on appelle Arabo. Mendoza qui aimait les choses et les étiquettes. Elle commence à faire des enfants. Mendoza a dit que je ne veux pas te rencontrer. J'ai dit que tu pars à l'école. Au lieu de faire l'école, elle dit qu'elle veut être maquilleuse. Avec tout l'argent qu'on mettait à leur disposition. Maintenant, c'est elle qui est sur Internet. Dès qu'elle entend parler de moi quelque part,
C'est quand elle sortait avec notre père, c'est pour ça que c'est elle qui gérait tout de notre père. C'est pour ça que... Non! Ton père avait honte de toi. Il avait honte de présenter à son enfant que... Où est la fille qui fait les enfants avec le gars qui part en prison tout le temps là? Même de ses enfants qu'elle a accouchés. C'est quelqu'un à qui on a donné l'argent, qui a reconnu ses enfants, un gars Ewundo, qui a épousé une fille de Dakar, qui a reconnu ses enfants pour que les enfants aient les papiers en France. Mendoza ne pouvait pas être fier de montrer une fille qui est la femme de quelqu'un qui part en prison tout le temps. Pour les affaires que, oh, il a déjà escroqué tel, il a déjà escroqué tel, il a déjà escroqué tel, il a déjà escroqué tel. Mendoza avait honte de ça. Donc il a toujours vécu sans présenter son enfant là. Oh, c'est l'enfant qu'il a eu dans le mariage. C'est sa première fille. Non, c'est pas la première parce que la première fille que Mendoza a eue, il a eu hors mariage. Béatrice. Elle travaille à la BNP Paris Banque. Une banque à Paris. Donc celle-là, c'est la deuxième fille de Mendoza. C'est elle-même, elle me l'avait dit. Quand on s'est croisé au deuil de Mendoza, que c'est elle qui passe souvent parler de moi à Fleur de Lille. C'est pour ça que je parlais d'elle. Parce que tant que quelqu'un ne parle pas de moi, parce que je vois ça devient récurrent. Oh les vrais enfants, oh les vrais enfants. Non, ton père ne voulait pas te rencontrer. C'est devant moi ici, à Hilton-sur-Fresne, qu'on vient lui dire que tu veux le rencontrer. Il a refusé. Mendoza était caractériel. C'est quelqu'un qui a frustré ses propres enfants. Ça, je suis d'accord. Il a provoqué des jalousies. Il aimait Gérard. Pourquoi? Parce que Gérard a soutenu une thèse de doctorat. Il avait un parcours. Gérard a fait l'ENA. Donc, Mendoza était quelqu'un de vantardiste parce qu'il sortait d'une famille extrêmement pauvre. Il aimait se vanter avec ses enfants. Et donc, pour qu'il vante un enfant, il veut que tu aies le parcours qu'on montre. Moi, j'avais fait le MBA. C'était le dernier niveau dans les études commerciales. Mais Mendoza m'a dit que tant que tu n'as pas fait le doctorat, pour moi, tu n'as pas fini l'école. Va à l'école. Il voulait que tous ses enfants aient les doctorats. Donc, pour que Mendoza te présente comme son enfant devant les gens, il aimait se vanter. Tout le monde qui a connu Mendoza connaissait ça. Il était laid. Mais la seule chose que lui, il savait qu'il a plus que tout le monde, c'est la connaissance. Donc, comme il était conscient qu'il connaît plus que tout le monde, il est professeur, il disait souvent qu'après son grade, c'est Dieu. Il aimait présenter ses enfants qui sont allés à l'école. Donc, toi qui as le BPC là, tu dis que tu es coiffeuse. Il va jamais dire à quelqu'un qu'il a un enfant qui est maquilleuse. Non, il va jamais dire ça. Donc, il t'a jamais présenté. Quand il marchait avec moi, il allait me présenter à des présidents et tout ça. Il était fier. Parce qu'il disait que ma fille est docteur. Donc, Mendoza m'a utilisé pour avoir des entrées. Parce que lorsque je commence à sortir avec quelqu'un là-bas en Guinée, ça lui fait des entrées. Il ne pouvait pas venir te prendre, te montrer que non, voilà ma fille là qui fait des enfants avec quelqu'un qui est en prison tout le temps et on a même payé quelqu'un pour reconnaître son enfant. Non. C'est toi qui parles de moi partout. Maintenant, pour me salir, que oh, mon père ne m'a pas présenté. Ton père ne nous a jamais présenté. La première fois que tu me vois, c'était à la cathédrale. Parce que lorsque mon père décède, c'est Gérard qui m'appelle. Que c'est toi qui connais mieux papa. Tu penses qu'on doit l'habiller comment? Je lui dis. Il m'a appelé. Il me dit, essaye un peu de communiquer sur les réseaux sociaux là, par rapport à ce qui se passe, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'informations qui partent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.